Riboku est considéré comme le plus grand génie militaire de son époque, mais selon moi, il a une faiblesse que très peu de gens ont mis en avant. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'état-major de Qin a décidé d'utiliser la propre méthode de Riboku contre lui-même. Salut les amis, c'est votre gars d'Aphrodisiaque pour vous servir. Dans cette vidéo, je vais vous parler du plan machiavélique de Qin qui implique l'unité Ishin, les nouvelles armées de Han et Yotanwa. Grâce à cela, la chute de Zhao avec la défaite de Riboku est inévitable. Alors, pour bien comprendre, hein, il faut regarder tout d'abord les forces en présence, hein, dès le début de la guerre, hein. C'est un détail crucial. On remarque, hein, que l'unité de Richin est la plus grande armée envoyée sur le front. Elle compte près de 110 000 soldats. À côté, l'armée du général Yotannoa a que 70 000, ainsi que celle de Houssen avec ses 70 000 soldats. Donc les deux plus grands généraux de Qin avancent avec 40 000 hommes de moins que Richin. D'ailleurs, hein, on remarque aussi que l'unité Ishin est placée au centre, avec au nord Rokuomi, donc ancienne armée de Uki, hein, Usen qui se trouve encore un peu plus loin et d'ailleurs très très loin de Kantan pour attirer en réalité Shibashu, et au sud on retrouve la Gakuka et Yotanwa. Vous me direz pourquoi l'état-major de Qin a-t-il fait ce choix? C'est une stratégie délibérée. Qin sait à quel point l'unité Ishin fait trembler Zhao. C'est l'unité qui a abattu le plus de généraux de Zhao, qui est sortie vivante d'un affrontement direct contre la légende Renpa et qui a participé à toutes les campagnes majeures, y compris la chute historique de Han. En mettant l'unité Ishin ainsi en avant, avec des effectifs massifs, Qin tend un piège psychologique à Riboku. Il crée l'appât parfait pour le forcer à se focaliser sur Rishin et à s'exposer. Et c'est ici, en fait, hein, que ma théorie prend tout son sens. La vraie faiblesse de Riboku, c'est sa position politique à Zhao. Contrairement aux grands généraux de Qin comme Shoei-kun qui ont la confiance totale de leur roi, Riboku est constamment menacé par sa propre cour. Il a déjà d'ailleurs été exilé et le roi de Zhao le voit comme un rival direct. Pour, suiv- pour survivre, Riboku doit sans cesse prouver sa valeur par des victoires éclatantes. Sa méthode favorite, il utilise un appât souvent lui-même, se met en danger réel pour attirer l'ennemi, puis sortent ses cartes cachées pour frapper un grand coup à contre-pied. Mais Qin a retourné cette stratégie. En encerclant intelligemment l'unité Ishin sur la carte, Qin pousse Riboku à appliquer son propre stratagème. Sauf que cette fois, c'est Riboku qui est le dindon de la farce. D'ailleurs, quand il est à égalité numérique ou qu'il doit attaquer une force préparée, il flanche. On l'a vu face à la coalition. On l'a aussi vu, hein, contre Kanki, hein, voilà, il a failli mourir quand même. Dites-moi en commentaire si vous aviez repéré ce parallèle entre la stratégie de Qin et celle de Riboku, ou si quelqu'un a déjà parlé de cette théorie. Avant de passer aux renforts qui vont donc venir achever Zhao, hein, j'aimerais faire une vidéo dédiée à qu'est-ce qui différencie en fait un simple général d'un grand général sous les cieux dans Kingdom. Dites-moi en commentaire, hein, si ça vous intéresse qu'on aborde ce sujet-là, parce que c'est vraiment au cœur, hein, de l'intrigue de Kingdom. Donc maintenant, les amis, venons-en au cœur du dénouement. Dans le chapitre 880, on voit Muten réussir à rejoindre Shin. Donc l'armée Gakuka s'allie à l'unité Ishin. C'est le début de l'effet domino que Qin a planifié grâce à un réseau d'informations ultra performant. Après Kyukai et Muten, les lieutenants comme Sosui se regroupent. Mais qui est le tout prochain renfort à débouler sur le front? Le premier qui va taper du poing sur la table, les amis, ça va être Yoko Yoko. Et là, il faut bien se rappeler d'où il vient. Donc, c'est un ancien général de Han. Et Han,
C'est le royaume qui possède le meilleur réseau d'information de toute la Chine. C'est une carte maîtresse qui n'a pas encore été exploitée dans cette guerre. En face de lui, les généraux de Zhao comme Fu Kaine et encore Shukotsu sont concentrés avec Riboku devant Kantan. Leur armée sur place ne dispose que de 14 000 soldats au maximum, hein. C'est les 14 000 soldats qui attaquent l'arrière-garde. Riboku l'a dit lui-même. Seuls 20% des soldats ont attaqué l'arrière-garde. Et le reste devait contourner pour frapper l'unité Ishin à Kantan. Yoko Yoko arrive donc sur des forces de Zhao complètement éparpillées. Et c'est là que le piège de Han se referme. Lors de la guerre précédente, Han disposait de plus de 200 000 soldats. Aujourd'hui, seuls 50 000 sont visibles sur le front principal. Où sont passés le reste des troupes? Je vous le dis, moi, ils sont stationnés dans les villes frontalières de Han, juste de l'autre côté du fleuve jaune, à un jet de pierre de Kantan. Le général Tout, resté à Han, a eu plus d'un an pour planifier cette masterclass. Pendant que tous les regards de Zhao sont braqués sur l'énorme ligne de front et notamment face à la Chine, hein, qui en profite pour faire traverser ses troupes discrètement. Par petits convois, il reconstitue une armée fraîche et massive sous le nez de Riboku, sans éveiller le moindre soupçon. Quand cette armée, surprise de Han, va surgir, l'armée de la capitale de Zhao, totalement prise de court, n'aura d'autre choix que de paniquer et de se barricader en urgence à l'intérieur du château. Et là, c'est à ce moment précis, choisi par le boss final pour apparaître. Yotanwa. Sa prétendue blessure et son retrait tactique dès le premier jour, c'est en réalité le meilleur moyen de se faire oublier pour mieux préparer la suite. Yotanwa, c'est le général salvateur de Qin, celle qui n'a jamais perdu une bataille cruciale et qui surgit toujours au dernier quart d'heure pour défendre ou capturer les villes. Ça fait plus d'un an, depuis la prise stratégique d'un château par Yotanwa, avant la fin de la deuxième guerre contre Zhao, que Yotanwa unifie en secret les clans locaux, les clans montagnards, hein. Elle a rallié les montagnards de la région de Zhao en leur ouvrant les yeux simplement, en les délivrant, en leur ouvrant les yeux. Kantan vous exclut, Kantan vous maltraite depuis des générations. Venez, vous allez vous venger de Zhao avec moi. Résultat, elle va débouler avec une armée ultra fraîche, des chefs de clan survoltés face à des tribus de Zhao totalement amoindries et privées de grands généraux. Les 70 000 hommes, hein, de Yotanwa, bon, elle en a certainement perdu, mais là, ils vont pouvoir revenir sur place et affronter l'intégralité de l'armée de Zhao. Euh, Surtout qu'ils sont tous occupés à essayer de contenir l'unité Ishin. Elle est seulement à une demi-journée de marche et elle va littéralement balayer le front. Quand Yotanwa et des dizaines de milliers de montagnards féroces vont faire la jonction avec les forces de Chine, les forces de Yoko Yoko de Han, les forces de Muten, ça va faire une énorme différence, sachant que les montagnards et Chine ont déjà prouvé qu'ils savaient escalader les murailles. La supériorité numérique, la rage et la fraîcheur de Qin seront absolues à ce moment-là. Riboku, acculé et blessé, ah, parce que je le vois bien se prendre une pluie de flèches, il sera obligé de s'enfuir, hein, privé de son génie, encerclé par 70 000 montagnards survoltés. Zhao n'aura d'autre choix que d'abdiquer et de capituler. Le plan de l'état-major de Qin est une masterclass absolue. Merci d'avoir suivi cette analyse, ces théories, les amis. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, hein, sur les grands généraux, hein, surtout si ça vous intéresse. Lâchez votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, si vous pensez que Kantan va tomber dès la fin de cette bataille ou si elle va résister encore un peu.